Ok. Vous m'entendez? Ok, ça fonctionne. Vous m'entendez? Oui. Bonjour tout le monde. Alors, je vais partager mon écran. Je vois des noms dans les participants que je connais. Je ne sais pas s'ils m'entendent, mais je les salue. Donc, bonjour tout le monde. Merci à tous d'être ici aujourd'hui. Mon nom est Charles Reboul. Je suis conseiller innovation et mobilité durable chez Innové, un regroupement sectoriel de recherche industrielle. On est mandaté par le ministère de l'économie et de l'innovation pour accompagner et financer le développement de projets de recherche collaborative impliquant donc des acteurs académiques et industriels. Avec l'Institut de recherche sur l'hydrogène, avec l'IRH, on a décidé d'organiser les rendez-vous de l'hydrogène. Notre objectif, en fait, est d'amener de l'information autour, évidemment, de l'hydrogène et du déploiement des différentes technologies en la matière. Et on cherche à amener de l'information objective et on cherche aussi à capter le retour des participants, les impressions, les intérêts, les enjeux. Notre objectif derrière tout ça, en fait, c'est de pouvoir soutenir le développement d'une filière québécoise de l'hydrogène, notamment à travers le projet de recherche et le développement de projets de pilotes. À travers les différentes sessions qu'on a réalisées aujourd'hui, on est déjà passé à travers le volet de la mobilité, à travers les applications stationnaires. Pour ce quatrième rendez-vous de l'hydrogène, on va parler de la production et la distribution de l'hydrogène. Pour ça, donc, vous aurez aujourd'hui on a la chance d'avoir Bruno Paulet, donc de l'Université norvégienne de sciences et technologies, qui va intervenir et qui est aussi professeur associé à l'Université de Québec à Trois-Rivières. Et puis, on a aussi Michel Archambault qui est chez Cummins et qui va venir nous présenter un petit peu les activités qu'ils font autour des électrolyseurs. Avant qu'on démarre, un petit ordre du jour sur comment ça va fonctionner. Donc, on va avoir les présentations de Bruno puis de Michel, donc environ une vingtaine de minutes chacun. Vous aurez la possibilité tout au long de ces interventions de poser vos questions donc dans l'outil de questions-réponses. Je vous invite à le faire tout au long des interventions et bel et bien dans cet outil pour éviter que ça aille dans le chat pour qu'on puisse les tracer par la suite. Vous avez la possibilité aussi d'interagir sur les questions et les commentaires des autres personnes. Donc si jamais il y a un point qui vous semble essentiel, pertinent, n'hésitez pas à rebondir dessus. On pourra les traiter par la suite. Et ce qu'on va faire aussi, on va vous envoyer un formulaire pour vous permettre de nous partager votre avis sur les rendez-vous de l'hydrogène pour qu'on puisse faire évoluer un petit peu nos activités et qu'on puisse traiter des thématiques ou des approches qui vous intéressent. Enfin, après ces questions-réponses, on n'aura probablement pas la chance de répondre à toutes les questions, mais vous pourrez tout de même envoyer vos questions par la suite au courriel que vous voyez indiqué dans la présentation. Donc, c'est reboul à commercial-innov-ee.ca. Et en fait, Bruno et Michel répondront à vos questions par la suite. Et donc, d'ici quelques semaines, d'ici peut-être 2 ou 3 semaines, on aura aggloméré toutes les questions et répondu Michel et Bruno auront répondu à ces questions-là. Donc voici comment ça va se dérouler. À nouveau, je remercie Bruno et Michel d'être présents aujourd'hui. Et puis, je vais donner la parole à Bruno qui va intervenir pour nous faire sa présentation. C'est à toi, Bruno. Tu peux la main. Ton micro est coupé. Vous m'entendez là? C'est bon? Vous voyez tout là? Super. Sur le slide? OK. Merci beaucoup, Charles. Merci de ton écran est pas partagé encore, Bruno. Ah, pas de problème. Et maintenant? C'est bon. Super, merci. C'est bon. OK, c'est très, très, très lent ici en Norvège. Merci beaucoup, Charles, de ton invitation. C'est un plaisir de présenter aujourd'hui. Et donc, je vais vous donner en fait un petit aperçu de ce que je vois pour la production d'hydrogène vert et puis, bien sûr, tout ce qui est électrolyseur d'eau. Alors, d'abord, un petit aperçu, très vite fait. Donc, je suis actuellement professeur titulaire d'énergie renouvelable à la norvégienne University of Science and Technology et chef de groupe de R&D sur l'hydrogène et la sonochimie. Je suis aussi professeur associé de l'Université du Québec à Trois-Rivières et à l'Institut
de la recherche sur l'hydrogène. J'ai travaillé pour plusieurs universités dans le monde et dans l'industrie, comme par exemple Johnson Matthey Fuel Cells en Grande-Bretagne, un des leaders mondiaux des catalyseurs et d'assemblage membrane électrode pour piles à combustible et électrolyseurs d'eau. Et pour d'autres entreprises industrielles en tant que directeur responsable de projet R&D et responsable principal de technologie comme CTO. Tout d'abord, la question, c'est pourquoi l'hydrogène? Pour moi, bon, j'ai travaillé depuis plusieurs années. En fait, j'ai compté presque 20, enfin plus que 20 ans, en fait. Donc, pour moi, l'énergie dans un gallon d'essence, c'est à peu près l'équivalent d'un kilogramme d'hydrogène. En termes d'efficacité, les véhicules à pile à combustible à l'hydrogène sont 3 fois plus efficaces que les meilleurs moteurs à essence d'aujourd'hui. Et de plus, la quantité d'énergie produite par l'hydrogène par unité de masse est environ 3 fois plus que la quantité d'énergie contenue en masse égale d'essence et presque 7 fois plus que celle du charbon. Par contre, on a un très gros problème pour le stockage, c'est la densité d'énergie d'hydrogène par volume est assez faible, donc la densité énergétique volumétrique peut être augmentée, soit sous pression, très, très importante, très accrue, ou en fait en le stockant à des températures très très basses, en liquide, en état liquide, à moins 253 degrés Celsius. Bon, bien sûr, l'hydrogène, on le sait tous, c'est utilisé que dans plusieurs secteurs, comme par exemple la transformation chimique, l'industrie pétrolière, l'industrie alimentaire, la métallurgie, l'électronique, l'aéronautique. Et l'hydrogène est principalement produit par le réformage, comme on le sait tous, des fossil fuels, des combustibles fossiles, à peu près 96%, et le reste, c'est-à-dire 4% par électrolyse. La quantité, quelle est la quantité d'hydrogène utilisée chaque année dans le monde? Aux environs, approximativement, 50 millions de tonnes d'hydrogène par an sont consommées dans le monde, 60 millions de tonnes d'hydrogène sont produites dans le monde. 60% de cette production devient matière première pour la production d'ammoniac et l'utilisation subséquente d'engrais, bien sûr, fertilizers. Le raffinage du pétrole consomme plus qu'un quart, 25%, pour éliminer le soufre et aux alentours de 10 à 15% utilisés pour fabriquer du méthanol. Et le reste est consacré aux industries chimiques, métallurgiques et spatiales. OK. Non, bien sûr, bon, je suis basé en Europe, en Norvège. Et, comme vous le savez, en fait, au mois de juillet, nous avons eu un grand annoncement de l'Union européenne sur la stratégie de l'hydrogène. Donc, l'UE veut investir initialement 430 milliards d'euros avec un focus sur les électrolyseurs, l'éolien offshore, l'éolien terrestre et le solaire photovoltaïque pour produire aux environs de 4,4 millions de tonnes d'hydrogène dans l'Union européenne, avec aussi un investissement combiné en Ukraine et en Afrique du Nord, principalement le Maroc, de 91 milliards d'euros pour produire 4 millions de tonnes d'hydrogène. Donc, des activités dans le secteur de l'électrolyse pourraient générer théoriquement environ 170 000 emplois et un chiffre d'affaires annuel potentiel d'un marché européen de l'hydrogène estimé à 820 milliards d'euros d'ici 2050, fournissant environ 5,4 millions d'emplois. Okay. Alors, il y a ces trois stades en fait, trois étapes dans la stratégie d'hydrogène de la Commission européenne. La première de 2020 à 2024, c'est de produire 1 million de tonnes d'hydrogène et de relancer la production d'électricité renouvelable. La deuxième étape, c'est de 2025 à 2030, c'est d'augmenter la production d'énergie et de produire 10 millions de tonnes d'hydrogène et de décarboner une grande partie des secteurs industriels et de l'industrie énergétique européenne. Et la dernière, c'est la plus difficile, dans 20 ans, de 2030 à 2050, c'est de moderniser et transformer pleinement les secteurs très difficiles à décarboniser, comme par exemple le secteur industriel, le transport et le maritime. Bien sûr, green hydrogen, l'hydrogène vert, ou la production et l'utilisation d'hydrogène vert ou décarboné qui repose sur l'eau et sur l'électricité et sur des énergies renouvelables sont particulièrement attrayantes en raison non seulement de l'énergie très élevée qui permet de créer par rapport à d'autres combustibles conventionnels, mais aussi, comme on sait tous, à ces émissions de gaz à effet de serre et de particules, comme on dit d'ailleurs de mentionner lorsqu'on parle de greenhouse gases, les gaz à effet de serre, mais aussi les particules qui sont aussi émises.
qui sont inexistantes lorsqu'on utilise l'hydrogène, par exemple, d'une pile à combustible. Okay, c'est pour ça donc le secteur auto pousse vraiment pour les fuel cell cars, les voitures à hydrogène. Aussi, au cours de ces dernières années, les technologies de pile à combustible et les électrolyseurs d'eau ont été identifiées comme des technologies prometteuses clés pour réduire les niveaux de CO2 et à répondre aux défis de la demande d'énergie de sécurité. Et c'est aussi une chose très importante pour l'Union européenne. On en aussi, bien sûr, pour d'autres pays. Donc, la décomposition de l'eau par voie électrochimique est considérée comme l'un des moyens les plus efficaces et propres de production d'hydrogène. Par contre, en étant très, très réaliste, la capacité en ce moment de l'annuel d'électrolyseurs installés dans le monde entier se trouve actuellement dans une fourchette de quelques mégawatts. Donc, c'est pour ça on a en fait, par exemple, en 2030, l'Union européenne perçoit d'avoir 40 gigawatts d'électrolyseurs en Europe. OK. Alors, il y a plusieurs, en fait, types d'électrolyseurs à fonctionner à basse température. Là, je me focus seulement à basse température. Je ne parle pas de solid oxide, enfin de température à 800 000 degrés Celsius, mais plutôt à des températures assez basses, entre 80 et entre 60, 80 et 100 degrés Celsius. Donc, l'une qui est très répandue, c'est l'électrolyseur d'eau à membrane d'échange de protons, la PEM-WE, qui est maintenant, comme vous le savez, qui est très commercial. L'autre, c'est bien sûr l'électrolyseur d'eau alcaline. C'est une vieille technologie hein, qui est aussi commerciale, qui est très mature, qui a aussi ses défauts, ses qualités. Hein. Et puis, bien sûr, il y a une autre technologie, c'est celle qui est toujours en stade de la R&D, qui sont les électrolyseurs d'eau à membrane échangeuse d'anions. Okay? Celle-là est un petit peu, je dirais, assez basic, c'est en fait avec un très bas TRL. Okay? Mais bien sûr, comme par exemple, ces trois technologies ont des avantages et des inconvénients, comme je disais tout à l'heure. Par exemple, l'un des principaux avantages de l'électrolyse PEM, c'est sa capacité de fonctionner à des densités de courant assez élevées. Cela aussi peut entraîner une réduction de coûts d'exploitation, en particulier pour des systèmes couplés à des sources d'énergie très dynamiques, tels que justement l'éolien et le solaire, où des pics soudains hein, de l'apport d'énergie entraîneraient autrement une énergie non capturée. Alors, en termes de technologie, donc l'électrolyte, en fait, ce qui est en fait la membrane, permet en fait à l'électrolyseur PEM de fonctionner à des pressions très élevées. Okay, en fait, c'est des thickness, des épaisseurs assez entre 100 et 200 microns, et qui permet aussi des faibles pertes de oméga. Quand on parle d'électrolyse d'eau, bien sûr, il faut essayer de minimiser tout ce qui est perte ohmique. Okay? C'est vraiment très, très crucial pour les industriels et pour les technologistes. OK. Et bien sûr, cet électrolyseur PEM utilise un électrolyte polymère qui, en fait, c'est un petit peu celle que vous trouveriez aussi pour les PEM fuel cells, puis la combustible, pour conduire des protons de l'anode à la cathode tout en isolant électriquement l'électrode. Okay? Pour ce cas-là, pour la PEM-WE, de l'eau ultra pure est utilisée. Okay? Donc, aussi, vous devrez avoir un système de deionization pour votre eau. En ce qui concerne l'AWE, l'électrolyse de l'eau alcaline, a une longue histoire hein, dans l'industrie chimique d'ailleurs. Il s'agit d'un type d'électrolyseur qui se caractérise par le fait qu'il comporte deux électrodes fonctionnant dans une solution d'électrolyse d'électrolyte alcalin liquide, c'est qui peut être d'hydroxyde de potassium ou d'hydroxyde de sodium. Et ces électrodes sont séparées par un diaphragme séparant les gaz produits transportant les ions hydroxyde, OH-, d'une électrode à l'autre. Une comparaison récente, en fait, dans la recherche, a été montré que ces électrolyseurs d'eau à base de nickel, à la pointe de la technologie, les électrolytes alcalins conduisaient à des rendements assez compétitifs ou même meilleurs que l'électrolyse de l'eau à membrane électrolyte polymère acide, on appelle ça la PEM-WE, avec des électrocatalyseurs à base de métal du groupe de platine. Okay? Donc, on essaye de voir si on peut améliorer tout ce qui est rendement et tout ce qui est bien sûr diminuer le coût des matériaux.
OK. En ce qui concerne, bien sûr, toutes ces technologies, on doit bien sûr développer de nouveaux matériaux pour essayer de réduire les coûts, comme je disais tout à l'heure. Et lorsqu'on parle maintenant dans le cas de l'électrolyse de l'eau, de membrane d'échange d'anion, qui est en fait la AEMWE, c'est aussi une méthode de production d'hydrogène très intéressante, très attrayante, et qui permet aussi d'utiliser des catalyseurs, enfin des métaux qui sont non précieux, hein, qui sont à des bas très faibles, mais aussi qui utilisent presque en fait la même technologie que la PMWE comme de membrane. Okay. Donc, en fait, c'est une combinaison des deux technologies, de la PMWE et de la RWE. Okay. Mais bien sûr, la TRL est assez basse et je pense que dans les 5-10 prochaines années, nous verrons en fait plus de systèmes sur le marché. Okay. Alors, le coût, bien sûr, pas de water electrolyzer. Donc, les électrolysaires d'eau à membrane d'échangeuse de protons rencontrent des problèmes relatifs au coût, hein, à la performance, à la durabilité et à la disponibilité des métaux nobles stratégiques, surtout dans le cas de l'iridium et du platine, hein, l'iridium qui est utilisé du côté anodique et le platine qui est utilisé du côté cathodique. Et donc, bien sûr, on a eu beaucoup d'efforts dans la R&D pour essayer de diminuer le taux justement de ces métaux précieux et d'essayer même de les remplacer. Ceci n'est pas vraiment, ceci est un grand challenge. Alors, je fais quelques exemples ici. 500 kg d'iridium sont nécessaires pour 1 gigawatt, okay, ou 0,5 kg par mégawatt. Okay, en supposant une charge d'iridium typique de 2 mg d'iridium par centimètre carré, une zone de zone active a un fonctionnement à 4 watts par centimètre carré. Et là, en fait, l'objectif, en fait, c'est de diminuer vraiment à des taux de 0,01 g d'iridium par kilowatt, qui correspond à une charge d'iridium des systèmes PMWE d'un facteur de 40. Okay, donc ça c'est vraiment un gros challenge dans la R&D, ce qu'on essaie de faire dans le secteur. Okay. Mais le plus important, c'est que si vous avez 500 kg d'iridium dans un gigawatt, ça correspondrait à une valeur très importante justement d'iridium en tant que coût. Okay. Donc si on voit là, en fait, sur le London Metal Exchange, l'iridium est à peu près à 1000 € par gramme. Okay. Donc faites vos calculs, vous verrez en fait, vous avez des gros chiffres. Okay. Et en plus, le problème, c'est qu'on peut avoir une sorte de bottleneck où la production actuelle d'iridium est de 5 tonnes par an. Donc, vraiment bien y penser à trouver en fait des remplacements, à diminuer bien sûr ces MGP, ces métaux, ces groupes métalliques de platine, mais aussi de les remplacer par d'autres systèmes moins coûteux. Aussi, un exemple que je vous montre d'un assemblage d'électrodes à membrane, qui est l'empilement en fait d'assemblées de membrane d'échange de protons, de catalyseurs et d'électrodes à plaques utilisées dans les piles à combustible et les électrolyseurs. En fait, ce sont ces électrodes qui sont assez fines et qui sont utilisées, on appelle ça les CCM, Catalyst Coated Membrane, qui sont utilisées en fait, par exemple, dans les PMWE. D'accord. Alors, quelques petits, en fait, petits indicateurs. Donc, ça a été publié dans la International Renewable Energy Agency, juste l'année dernière, en fait, en 2020, où, en fait, il y a vraiment des KPI qui sont assez ambitieux en ce qui concerne, bien sûr, l'efficacité, en ce qui concerne, bien sûr, tout ce qui est le coût de la stack, et non, donc du 400 US dollars par kilowatt pour des systèmes qui sont, juste au-dessus d'un mégawatt, ou aussi en 2020. Et puis des targets, c'est vraiment être dans le 100 US dollars par kilowatt pour, en fait, pour des systèmes, comme je disais tout à l'heure, au-dessus d'un mégawatt. Alors, bien sûr, c'est la même chose aussi avec l'alkaline electrolyzer, donc AWE, on essaie bien sûr de minimiser
les coûts, d'augmenter aussi, dans certains cas, la pression, bien sûr, l'efficacité, le rendement, le coût de la stack, du système, parce que bien sûr, on ne parle pas seulement de l'électrolyseur, mais aussi de tout ce qui va autour de l'électrolyseur, qui est aussi important. Donc, 45% vient de l'électrolyseur et 55% vient en fait du système qui va avec, dans le coût total. Donc, tout ça, bien sûr, il faut diminuer. OK. La même chose aussi avec l'AEM, WE, mais bien sûr, même ce sont une technologie qui n'est pas mature, mais on a quand même des KPI pour cette technologie. Alors, bien sûr, en ce qui concerne la production de l'hydrogène, son stockage et son coût brut, bon, l'hydrogène vert est environ de 2 à 3 fois plus cher que l'hydrogène bleu. L'hydrogène bleu, c'est celle qui vient en fait du reforming du natural gas, de gaz naturel, avec le CCS, Carbon Capture Sequestration. Ce que fait exactement ici en Norvège avec la compagnie Equinor, qui s'appelait avant Statoil. Et bien sûr, la composante à coût unique la plus importante pour la production de cette place d'hydrogène vert est le coût de l'électricité renouvelable, qui est nécessaire à l'alimentation de l'unité de l'électrolyseur. L'augmentation de la centrale de 1 MW, typique d'aujourd'hui, grosso modo, à 20 MW, pourrait réduire les coûts de plus d'un tiers. À des taux de fabrication plus bas, la pile représente environ 45% du coût total, mais à des taux de production plus élevés, elle peut descendre même à 30%. Pour la PEM-WE, le point de basculement semble être environ à 1000 unités de 1 MW par an, où cette augmentation permettra d'une réduction d'à peu près de 50% des coûts de fabrication en pile. Il faut devoir aussi réduire le coût de stockage d'un facteur de 2 et l'utilisation de matières toxiques ou rares, donc j'appelle ça bien sûr tout ce qui est l'iridium, platine, etc., qui doit être réduit de 50%. Un autre exemple, la WE a le coût installé le plus bas, tandis que la PEM-WE a une empreinte beaucoup plus petite, combinée avec une densité de courant plus élevée et une sortie de pression plus importante. Okay. Donc, vraiment bien ça. Donc, je disais tout à l'heure, ensuite, on a la réduction des coûts au niveau du stack. Donc, il faut réduire la teneur en platine, en iridium au moins d'un ordre de grandeur. À l'avenir, il faudra remplacer les MGP par des matières plus courantes, réduire la quantité de titane, parce que bien sûr, je ne vous ai pas parlé, mais on a besoin de titane du côté anodique aussi, augmenter la taille de l'installation, ce qui entraînera aussi l'effet de réduction des coûts les plus importants sur du système. Et dans l'ensemble, malgré leur disponibilité et leur maturité sur le marché, les PEM-WE et la WE sont toujours comptés comme des très coûteux, tant du point de vue CAPEX et OPEX par rapport à la production d'hydrogène à base de combustibles fossiles. Généralement, les PEM-WE sont 50-60% plus chers que les AWE. Alors là, Bruno, excuse-moi de t'interrompre. Je vois que le temps avance. Tu as encore 1 minute ou 2, mais est-ce que tu peux nous amener à tes conclusions justement dans cette minute ou 2, s'il te plaît? Merci beaucoup. Bien sûr. Donc, en ce qui concerne en fait, l'empreinte de coût, une réduction de l'empreinte de la pile environ l'électrolyseur de 50%, qui se traduit en fait par une réduction de 20 à 24% de l'empreinte de l'installation, avec une empreinte estimée à 8 hectares, 13 hectares pour une installation d'1 gigawatt, utilisant la PEM-WE, comparativement à 10 à 17 hectares à l'aide de la WE. Donc, ce sont aussi un petit snapshot. Le coût maintenant, à peu près à 5 US$ de kilogramme d'hydrogène. Là, le but, c'est d'être en dessous $1 $1 par kilogramme d'hydrogène. Okay, ce sont en fait les targets. La recherche, en ce moment, bien sûr, on essaie de bouger vraiment plus vers tout ce qui est cheap and cheerful, comme je l'appelle, pour des métaux qui sont plus accessibles, moins chers, et on essaie de voir des combinaisons, des alliages intéressants. Okay, là, ce sont en fait, je dirais en fait, ce qui est recherche en ce moment, les catalyseurs et les membranes, pour en fait la PEM-WE et la EM-WE. Okay. Alors, vraiment une dernière slide, juste pour vous dire en fait, si vous avez 1,5 TWh par an d'énergie éolienne et produits avec cette technologie d'électrolyse aujourd'hui, et en supposant des opérations de 24 heures par jour, cela permettrait, tout ça c'est théoriquement, mais l'hydrogène vert de 30 000 tonnes d'hydrogène vert par an.
Voilà, donc si vous êtes plus intéressé sur l'hydrogène, il y a quelques bouquins que j'ai publiés il y a quelques années de ça, avec Dimitri Bessarabov et Pierre Millet. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Bruno, pour ton intervention. Je vois qu'on a déjà quelques questions qui sont à la fois dans le Q&A et dans le chat. N'hésitez pas à bien utiliser l'outil questions-réponses pour qu'on puisse suivre vos questions plutôt que le chat. Je vais maintenant donner la parole à Michel Archambault, donc de Cummins, qui va poursuivre cette présentation-là sous un angle plus économique et déploiement. À toi, Michel. Merci. Vous m'entendez bien, tout le monde? Très bien, très bien. Excellent. Alors, on débute la présentation. Désolé, c'était la dernière slide. Merci pour l'invitation, Charles et Innové et l'Institut de recherche sur l'hydrogène. Aujourd'hui, premièrement, très bonne présentation. La première présentation, vous avez couvert presque tous les points que j'allais aborder. Maintenant, je vais le mettre de façon concrète en montrant un peu à quoi ressemble un électrolyseur. En débutant, je travaille, comme je l'avais mentionné, pour la compagnie Cummins, une compagnie qui est basée aux États-Unis, une compagnie qui a plus de 100 ans de leadership dans la fabrication de moteurs diesel et puis qui bâtit des millions de moteurs par année. Alors, vous vous demandez sûrement pourquoi Cummins s'investit dans l'hydrogène. Ça, c'est une très bonne question. En fait, évidemment, avec le temps, on voit réduire les émissions, puis Cummins se positionne dans les groupes motopropulseurs alternatifs. C'était le premier intérêt d'investir dans la société pour laquelle je travaillais il y a 2 ans, qui s'appelait Hydrogenix, qui a encore le nom Hydrogenix au Canada, mais qui est vraiment une compagnie de Cummins. Hydrogenix, maintenant, fait partie de la division, la 5e division de Cummins, qui s'appelle New Power, que vous voyez à droite, qui regroupe 3 segments principaux. Le premier, l'électrification par batterie. Donc, Cummins a acheté des batteries des compagnies, 2 en particulier, qui se nomment Bramo et puis Johnson Matthey, pour commencer à électrifier les véhicules lourds. C'est aussi simple que ça. Cummins voit que la vente de diesel va tranquillement progresser. En fait, on va progresser vers le zéro émission, vers la batterie, vers l'hydrogène aussi. Et puis, c'était l'aspect qui manquait à la compagnie. Et ils ont acheté donc la compagnie de Hydrogenix et ils ont fait d'autres investissements, notamment dans le stockage d'hydrogène et puis des partenariats avec Hyundai notamment. Hydrogenix était une compagnie qui fabriquait des fuel cells, donc des piles à combustible à hydrogène pour la mobilité, mais aussi des électrolyseurs avec plus de 70 ans d'expérience dans le développement, la fabrication d'électrolyseurs PEM et alcalins qui ont été présentés dans la présentation précédente. La demande d'hydrogène est appelée à croître. J'ai mis un train, ce n'est pas une image aléatoire. En fait, les fuel cells d'Hydrogenix se retrouvent dans un train. Si on dit que ça va croître, c'est parce qu'il y a plusieurs secteurs qui ont été mentionnés. Un des secteurs qui intéresse beaucoup Cummins, c'est la mobilité lourde, mais évidemment, avec la division d'électrolyse que nous possédons maintenant et puis l'expertise, on va pouvoir adresser plusieurs autres secteurs, que ce soit le secteur des produits chimiques verts, l'industrie, et j'en passe avec la chaleur industrielle. Je ne m'attendrai pas trop sur ça. En fait, il y a 2 très, très bons rapports qui ont été rédigés. Un en décembre 2019 par Jacques Roy et Marie Demers, qui s'appelle « La filière de l'hydrogène », qui est disponible sur le site web de Hydrogène Québec, qui est une coalition d'entreprises québécoises ou canadiennes qui ont le même objectif, soit de développer la filière de l'hydrogène. Et donc, Cummins est membre aussi. La deuxième publication, tout récente en fait, qui a été commandée par Tech, Transition énergétique Québec, et rédigée par la Polytechnique, dont le professeur Philippe Tanguy, une étude à ne pas manquer, qui vous donne à peu près toutes les applications possibles et les technologies de production d'hydrogène. Je reviens au train. Un train électrique avec l'hydrogène consomme beaucoup d'hydrogène. Un train comme ça peut consommer 200 kg par jour, 100 à 200 kg par jour pour faire plus de 1000 km. C'est facile de voir que si on progresse dans l'électrification de ces véhicules-là qui existent aujourd'hui en Europe, on va avoir une demande qui va croître. La même chose, là, je vous montre une image de quoi ressemblent les fuel cells qui sont faits au Canada et puis qu'on exporte dans le module qu'on fabrique aussi au Canada, qu'on exporte en Allemagne ou en France pour se faire intégrer dans les trains électriques de Alstom. La même chose se fait lorsqu'on parle de mobilité lourde avec les camions que Cummins développe en partenariat avec des compagnies constructeurs,
manufacturiers de camions ou d'autobus, soit électriques, à batterie. Et pour produire l'hydrogène pour l'alimenter, eh bien, il y a plusieurs technologies, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Nous, on est dans l'alcalin et le PEM. Par contre, on a mis sur la glace, en fait, notre technologie alcaline atmosphérique, on l'a discontinuée, simplement parce qu'on voyait que la maturité de cette technologie-là, qui était très mature, en fait, ne nous permettait pas d'arriver à des incréments de coût, en fait, d'améliorer le coût de la molécule assez rapidement. Le PEM est moins mature, par contre, il est déjà plus efficace que l'alcalin. Il y a beaucoup de choses qui sont, beaucoup d'avantages à aller vers le PEM, et c'est ce qui explique les commandes récentes qu'on a eues. Donc, le fait que ça ne soit pas mature, en fait, puis il faut relativiser quand je dis pas mature, le fait que ce soit moins mature permet des plus grands progrès techniques. Et sur ce niveau-là, quand on parle de maturité, ce n'est pas un prototype, en fait, c'est quelque chose qui a été développé depuis plus de 20 ans, comme vous le voyez ici chez Hydrogenix. En 2000, à peu près en 1999, les premiers stacks PEM ont été développés. Et puis, les balances de matériaux, que ce soit les électrodes, le catalyseur qu'on utilise sur les électrodes, il y a beaucoup de recettes qui ont été faites, beaucoup de tests à longue durée qui ont été faits aussi. Et puis, on est arrivé aujourd'hui, après 20 ans, à un produit tout à fait commercial qui est en opération à travers le monde, dont notamment chez Air Liquide à Bécancour. Et puis, sur ça, je vous laisse avec une vidéo. Je l'ai pris, il est sur le web d'Air Liquide, qui, je dois le noter aussi, est investisseur dans la division hydrogène de Cummins, un investisseur à 18 % de la division hydrogène, et puis qui ont fait tout un événement média la semaine dernière. Alors, c'est une vidéo d'1 minute que je vous laisse. Bon, merci beaucoup. J'espère que ça s'est bien passé. Allons-y à la prochaine diapo. Ce que vous avez vu, c'est le projet qui a été annoncé la semaine dernière, qui est en opération maintenant. Je vois des participants sur la liste qui ont été présents à ce site de nombreuses heures. Je les salue, je les félicite aussi pour leur contribution au projet. L'électrolyseur qui a été livré est celui qui est affiché ici avec les spécifications techniques qui sont là. En fait, c'est une usine industrielle, ce n'est pas une usine de recherche et développement. C'est vraiment fait pour alimenter des clients à travers les États-Unis et le Canada. Je vais arriver un peu à la distribution dans les prochaines diapos. Mais ce qu'on voit, c'est un électrolyseur qui consomme entre 40 et 47 au niveau du module d'électrolyse kWh par kilogramme. Comment on doit interpréter ça? En fait, si on paye 3, mettons, on va dire 5 sous du kilowattheure en moyenne, alors on multiplie le 5 par 40, on arrive à 2 $ du kilogramme juste au module d'électrolyse que vous voyez ici. Ensuite, il y a la consommation énergétique du reste de l'usine, donc les pompes et puis les autres accessoires. Puis, on ajoute le cooling, la sécheur et tout. Et puis, on arrive à entre 50 et 55 si on inclut tout. La pression, elle est livrée à 30 bars, donc l'hydrogène n'est pas comprimé par des compresseurs à hydrogène, mais plutôt comprimé avec les pompes d'eau déminéralisée, puis le module d'électrolyse en tant que tel. L'hydrogène est très pur lorsque ça sort d'un électrolyseur PEM. C'est à près de 5 ppm, moins de 5 ppm d'impureté. Et puis, ça inclut l'oxygène, ça inclut l'hydrogène dans l'oxygène, ça inclut l'azote et puis ça inclut aussi les vapeurs d'eau. En gros, c'est un électrolyseur qui est très, très compact. Et puis, comme vous allez le voir, ça c'est la réalité, et puis ça c'est le modèle. Sur la prochaine diapo, c'est le résultat de progrès à travers les années.
D'abord, on remercie le gouvernement du Canada qui nous avait donné, sous la bannière de Technologie durable, Technologie de développement durable Canada, SDTC, un financement pour nous permettre de développer l'électrolyseur PEM qui a été installé il y a environ 3 ans à 4 ans chez Enbridge, qui va maintenant, ça a été annoncé dernièrement, injecter l'hydrogène produit dans le réseau de gaz naturel de Enbridge. Je vais partager mes diapos, vous allez voir le lien qui vous permet de voir un peu la nouvelle sur le mélange. Cet électrolyseur-là a été vraiment une vitrine technique pour le progrès, en fait, pour améliorer, puis pour surtout augmenter la capacité des unités, puis tendre vers les centaines de mégawatts de production. Voici l'usine, et puis c'est ce qui va être la première unité de mélange, en fait, de gaz naturel et d'hydrogène. Ce qu'elle fait, en gros, cette unité-là, qui n'est pas à Bécancour, qui est à Enbridge, près de Toronto, c'est qu'elle suit, en fait, une courbe du réseau électrique. On reçoit un signal de l'opérateur du réseau électrique. Et puis, ce signal-là nous demande d'absorber une certaine puissance. Puis, à chaque 2 secondes, la puissance qu'on doit suivre change. Ce que vous voyez sur ce graphique-là, donc, c'est 2 courbes qui sont superposées. La première, c'est le signal qui est en bleu, en fait, de l'opérateur de réseau, et puis la réponse en rouge de l'électrolyseur. Ce que vous voyez, c'est que c'est parfaitement en phase. Ce que ça veut dire, c'est que l'électrolyseur est capable de s'ajuster très rapidement, entre 10 et 100 de sa capacité, et puis fournir un service on va dire, de grid balancing ou de balance, de calibration du réseau. Et puis, on se fait payer, en fait, pour produire la molécule, parce qu'on aide le réseau électrique à balancer les intrants, en fait, la demande puis l'offre dans le service. Je ne sais pas si c'est clair, mais s'il y a des questions, je ferai plaisir d'y répondre. Je ne sais pas comment le skipper. Et puis, ça nous a amené, cet électrolyseur-là, à développer celui qui a été livré en octobre à peu près 2019 et qui a été annoncé la semaine dernière à Bécancour. Donc, on met 4 modules, chacun de 5 MW, qui nous permettent de produire plus de 8 tonnes, 8,6 pour être précis, tonnes jour. La photo à gauche, c'est une photo que j'ai prise. La photo à droite, beaucoup plus belle, avec les planchers maintenant et tout qui a été fait. Mais on voit que c'est une usine de grande qualité et on peut voir une vue de jour. Ce n'est pas exactement l'usine de Bécancour, mais on peut voir comment on peut arriver avec des modules de 5 MW de façon très compacte à adresser des marchés qui sont plus grands, donc des centaines de mégawatts. J'arrive maintenant dans le plus concret aussi. Pourquoi on est allé vers le PEM et puis comment on peut faire pour continuer à réduire le coût de la molécule. Tout d'abord, parce qu'on croit, c'est clair pour tous que le coût du capital, le coût de l'équipement est cher et puis il faut réduire ce coût-là. Aujourd'hui, on est déjà en ligne avec plusieurs électrolyseurs alcalins en ayant amélioré, si on veut, la façon dont on manufacture les électrolyseurs, le volume des électrolyseurs et puis la standardisation, en fait, des projets qui nous font passer plus à un produit. Donc, on réduit le CAPEX et puis on va améliorer de l'électrolyseur de Bécancour à la prochaine génération encore le CAPEX. L'électrolyseur est aussi, c'est une usine, donc il y a d'autres choses qui sont connectées à cet électrolyseur-là, notamment des compresseurs. Et puis, si on peut éviter les compresseurs, donc de ne pas aller à partir de l'atmosphère jusqu'à une pression d'utilisation de 30 bars, eh bien, on va sauver des coûts. Et puis, c'est ce qui est fait dans cet électrolyseur-là. D'autres choses, c'est d'améliorer l'efficacité de l'unité. Et puis ça passe presque à 100% en fait par l'efficacité du module d'électrolyse qui est montré ici. Il y avait la présentation montrait un peu les catalyseurs, l'iridium et tout. Et puis, c'est toutes des choses qu'on travaille pour réduire le coût de ce module-là, d'augmenter la densité de courant, de réduire en fait aussi la quantité de matériaux rares qu'on utilise. Mais aujourd'hui, on est tous sur la bonne voie pour finalement conquérir, si on veut, le marché de l'électrolyse puis améliorer la compétitivité de la molécule de l'hydrogène. Je termine avec le coût du bâtiment, c'est pas rien. Plus l'électrolyseur est compact, plus il est simple à installer, plus c'est facile aussi à livrer, moins ça va coûter cher. Et puis, on peut dire qu'on a de la place pour installer un électrolyseur, mais si on prend plus de place, ça va certainement coûter plus cher, juste du côté du bâtiment, du béton qu'on doit couler, du pont pour lever les équipements et tout. Je montre une slide un peu comment on voit le progrès, parce que 20 MW aujourd'hui, c'est bien,
Mais quand on parle de projets de méthanol ou de projets de biocarburant, on parle de centaines de mégawatts. Aujourd'hui, on peut adresser ce marché-là avec l'unité qu'on a livrée à Bécancour et qu'on va livrer aux États-Unis dans quelques mois. Mais on travaille sur des plateformes qui sont des 20 mégawatts et des plus grandes unités qui vont nous permettre d'atteindre cette capacité qui, dans le marché, on dit souvent le gigawatt. Je termine avec 3 petites diapos. Je vois l'heure, il était 41 sur la distribution d'hydrogène. Le challenge, c'est toujours de stocker parce qu'une fois qu'on le produit, si on veut l'amener ailleurs, c'est le stocker. Puis l'hydrogène, c'est léger. Par contre, ce qui doit le stocker est souvent très pesant. On regarde les vaisseaux sous pression en acier, c'est lourd. On regarde les vaisseaux en fibre de carbone, c'est quand même très lourd aussi. Et puis, ça coûte cher à distribuer parce qu'on a des limites de distribution de masse, en fait, sur les routes du Québec, du Canada ou des États-Unis ou partout à travers le monde. Pour améliorer, en fait, notre position Cummins dans le stockage, on a fait un joint venture avec une compagnie qui s'appelle NPROXX, qui nous permet, de développer le stockage stationnaire. Donc, on pourrait livrer sur des sites à très haute pression, mais aussi nous aider à faire le stockage pour les trains, les camions, les autobus, en fait, d'intégrer le stockage dans ces véhicules-là. Si on regarde notre capacité d'intégration, c'est ce que je montrais, comment on intègre le stockage, c'est toutes des choses que nous, on peut faire pour vous. Donc, si vous voulez faire des projets d'hydrogène, production ou utilisation par véhicule lourd, vous avez à me contacter. Et puis maintenant, je vois 3 modèles, qui est l'hydrogène gazeux, liquide, et puis après ça, on parlera de pipeline. On peut distribuer l'hydrogène gazeux. Conventionnel, c'est à basse pression, et puis on met ça dans des tubes et on transporte très, très peu l'hydrogène dans ces tubes-là. Alors, on n'est pas capable d'aller très loin. On peut y aller, mais ça va coûter très cher la livraison, parce qu'on livre à peu près seulement 200 à 300 kilos par gros camion comme ça. Pour contrer cet inconvénient-là, ce qu'on peut faire, c'est augmenter la pression. Et puis, il y a plusieurs compagnies qui travaillent sur des véhicules, en fait, de chargement en fait, d'hydrogène à plus haute pression. C'est un exemple de NPROXX ici, qui est à plus de 700 bars. C'est un exemple d'une compagnie canadienne qui s'appelle H-Tech, qui le fait à 450 bars, qui peut livrer environ 500 kg. Et puis, un exemple d'un camion d'air liquide aussi, qui fait la même chose à du 450 bars, avec des vaisseaux de carbone d'un type différent de ceux qui sont à gauche. On peut le faire aussi, comme c'est fait à Bécancour, par liquide. Si on liquéfie l'hydrogène, on doit aller à très basse température, moins 254. Donc, le liquéfacteur coûte cher. Il y a une charge énergétique pour faire ça. Par contre, on transporte beaucoup, beaucoup plus d'hydrogène dans un camion liquide. Donc, on en porte à peu près 8 à 10 fois plus. Le petit pépin aussi, par contre, c'est que ça prend du temps à remplir ces camions-là. Donc, ils sont stationnés longtemps. Il y a le coût du conducteur à payer. Mais on peut le transporter sur des beaucoup plus longues distances. Puis c'est pas rare de voir des camions qui partiraient du Québec se rendre jusque sur la côte ouest, en fait, du Canada ou loin, loin aux États-Unis, à des milliers de kilomètres. Voici 3 exemples de véhicules. Il y a des liquéfacteurs, il n'y en a pas beaucoup. On peut les compter sur les doigts de la main aux États-Unis et au Canada, mais il y en a 2 qui sont construits, je crois, en ce moment, en Californie, un au Texas, je crois, puis l'autre au Las Vegas par Air Liquide et l'autre par Air Products. Donc, c'est des nouveautés, mais ça ne se construit pas toujours juste à cause des grands coûts de fabrication de ce liquéfacteur. Une fois que l'hydrogène liquide est rempli dans le camion, on le distribue, puis on doit le vaporiser dans une autre infrastructure et puis le transporter à soit des plus petits clients ou l'utiliser sur le site. Dans le futur, on va voir un réseau de pipeline qui va se développer, un réseau qui existe déjà en Europe puis aux États-Unis. J'ai pris le réseau de l'Europe, mais ce qu'on voit, c'est que dans le futur, on va développer ça pour d'autres applications qui ne seront pas restreintes aux raffineries. Voilà pour ma présentation. J'ai très hâte aux questions-réponses. Merci. Merci beaucoup, Michel, pour ta présentation. On a effectivement quelques questions. On va démarrer par une facile que j'ai sous les yeux. C'est donc une question de Frédéric Arsenault qui nous demande le prix approximatif de l'hydrogène qui sera vendu, l'hydrogène produit à Bécancour. Michel, est-ce que tu peux nous… Oui, ça, c'est une question qui nous positionne Cummins un peu dans l'équation. On est en fait un fabricant d'équipements. On a livré l'électrolyseur Air Liquide. C'est un gazier. À ce titre-là, c'est eux qui vendent la molécule et je n'ai aucun contrôle sur leur prix. C'est à eux de le demander à Air Liquide directement. Par contre, faites le calcul. Vous
pouvez avoir une idée du coût si on regarde le tarif électrique qui existe, qui est public, multiplié par le chiffre que je vous ai donné, ajouter le capital. Je peux vous dire, en général, au Québec, on pourrait produire de l'hydrogène renouvelable avec les tarifs existants et l'efficacité des électrolyseurs, tout inclus, le bâtiment inclus, aux alentours de 5 $ de kilo. Je n'ai pas de problème à dire ce chiffre-là. Engagé là-dessus? Bon, ça va. Merci, Michel. On a eu plusieurs questions. Peut-être pour Bruno, celle-là. Quelles sont les priorités principales requises pour les matériaux qui doivent remplacer les matériaux rares? Donc ça, c'est Nia Ben Salah qui nous pose la question. Tu nous parlais justement d'un retrait progressif des métaux rares par des métaux un petit peu plus conventionnels, disons. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus? Oui, en fait, ce qui se passe en ce moment, c'est bien sûr il y a deux choses, hein. Donc, si tu regardes la feuille de route en Europe, c'est en 2030, ce serait l'élimination de tout ce qui est métaux rares par des métaux de transition, par exemple. Okay, donc, le nickel, le cobalt, etc. Donc, et aussi des systèmes qui seraient un peu plus organiques. Donc, des sortes de MOFs dans le genre comme ça. Mais effectivement, le problème que nous, en étant très direct, tous les métaux rares sont de très très bons catalyseurs pour tout ce qui est l'évolution de l'oxygène et l'évolution de l'hydrogène. Et ça, c'est très très dur. En point de vue catalyse, à les remplacer, ça sera un challenge. D'accord? Donc, il faut faire beaucoup de je dirais du machine learning, de la DFT, de la modélisation, pour avoir en fait si tu veux, des systèmes métalliques non précieux qui puissent remplacer le platine iridium. Ok, tu veux réussir à obtenir les performances justement de ces métaux précieux avec des… Ok. Tout à fait, Ça, absolument. et ça, je pense que… Vas-y. Le plus important, c'est la durabilité. Hein. Attention, parce que bien sûr, ce sont des systèmes très corrosifs. Donc, je ne sais pas ceux qui sont électrochimistes, mais on peut pas en fait réinventer le diagramme de Pourbet. Hein. D'accord. Donc, le problème, c'est qu'il soit en fait dans un système qui puisse vraiment résister à la corrosion, à l'oxydation, etc. Donc, c'est ça en fait la clé. Ok, donc au final, il y a d'autres paramètres à intégrer que exclusivement le volet prix et performance du Absolument, absolument. absolument. Merci Bruno. J'ai une question peut-être pour tous les deux qui nous vient de Karim Ben Mokhtar. Est-ce que vous avez des défis concernant la gestion thermique de l'électrolyseur qui absorbe un flux de puissance variable? En gros, le problème à démarrage à froid. Donc, je pense que ça, c'est à la fois une question qui doit être traitée du côté des laboratoires, mais aussi sur le terrain, ça doit être un enjeu. Michel, est-ce que peut-être Michel, peut-être si tu peux commencer sur le sujet, et puis après Bruno, tu nous donneras des compléments. Non, en fait, ce n'est pas vraiment un défi. Le défi est relevé au niveau du module, dont on a une eau de circulation qui va dans le module d'électrolyse PEM. Il y a beaucoup d'eau de circulation de refroidissement en fait, qui vont dans le module PEM, qui arrive à la bonne température et qui peut refroidir le stack à peu près dans tout le spectre en fait, d'opération. Donc, ce n'est pas un défi. C'est plus un défi. Ce n'est plus un défi. Tout à fait d'accord. Mais le défi, en fait, c'était d'arriver à designer un stack qui est capable de gérer, parce que c'est un stack qui est très compact, donc il génère quand même beaucoup de chaleur, d'être capable d'enlever toute la chaleur dans ce petit module d'électrolyse-là. Et bien, ça, c'est réalisé. Tout à fait raison, Michel. Absolument. Un complément? Bruno, de ton côté, ou est-ce que c'est bon? Ben, c'est juste. Non, en fait, c'est plus un défi. En fait, les systèmes, en fait, oui, thermiques sont bien gérés maintenant. C'était un problème il y a quelques années de ça, mais là, on est bon. Mais finalement, la question qui vient avec, c'est est-ce qu'il y a des marges de progression, notamment d'un point de vue efficacité énergétique, pour le design de ces systèmes de gestion thermique? C'est sûr que en fait, la perte d'efficacité d'un électrolyseur, c'est de la chaleur. Donc, on en perd par radiation, mais on en perd aussi en fait, on évacue aussi par les fluides. On pourrait, je pense qu'on a plus à gagner en améliorant l'efficacité aujourd'hui des modules d'électrolyse. Puis, on n'est pas plafonné avec le PEM, on est déjà
Il faut savoir qu'on faisait des électrolyseurs alcalins avant. On connaît la courbe de polarisation des électrolyseurs. On sait on était en efficacité, on bat déjà ça. Donc, on est plus efficace à ce niveau-là aussi thermiquement. Oui, tout à fait. Exact. Merci plus, pour… Vas-y. Non, je remercie Loïc pour sa contribution et puis j'allais passer à la suite, mais c'était un complément. Bruno, vas-y. Non, mais c'est bon. Je voulais dire, en fait, aussi, c'est aussi beaucoup relié à l'avancée des nouveaux matériaux aussi. Hein. Donc, tout ce qui est échange thermique, etc. Donc, on a beaucoup avancé ces 10 dernières années sur les matériaux innovants, hein, dans le côté thermique. Donc, ouais. Je vois une question de Karim Belmokhtar sur le site que j'aimerais répondre. Si Vas-y. Vas-y, j'en aurai une autre après qui peut être sujette à conflit de point de vue. Donc, mais vas-y. La question, en fait, c'est à quel moment le coût de production en dollars par kilogramme de l'hydrogène par énergie renouvelable va être compétitif avec celui du reformage. En fait, ça a été mentionné par Bruno, aujourd'hui, c'est 2 à 3 fois le coût si on le fait de façon par électrolyse. Le challenge, c'est physique, en fait, ça prend plus d'énergie de séparer l'eau que de séparer le gaz naturel. Par contre, quand on fait la séparation du gaz naturel par reformage, on crée des gaz à effet de serre. Donc, il y a une façon de voir comment on peut s'en sortir, d'arriver de façon compétitive. D'avoir des taxations du carbone, par exemple, ou d'obliger la séquestration. Et puis 2, bien évidemment, si on a des tarifs qui sont ajustés pour les électrolyseurs qui permettent de compétitionner aujourd'hui avec un gaz naturel qui est à un niveau anormalement bon. Parce que si le gaz naturel monte à un niveau comme il était en 2008, à 15 $ à peu près, au lieu de 2 $, bien là, on commence déjà à être plus compétitif. Puis si on prend l'électricité du Québec ou des IPP, là, les Independent Power Producers, qui sont des éoliens solaires et tout, on peut vraiment arriver à battre le gaz naturel. Merci Michel. J'ai une question donc d'un participant anonyme, mais que je trouve intéressante. Et puis c'est l'une des vocations justement de ces rendez-vous l'hydrogène, c'est de réussir à enlever une certaine idéologie. Et notamment, il y en a une qui réside au fait que la technologie hydrogène coûte cher et qu'il y a des alternatives qui sont tout à fait viables. Et donc là, la question est, en gros, on a eu une sorte de vague hydrogène dans les années 2000. Qui n'a pas abouti, qui n'a pas marché. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? On parle beaucoup d'hydrogène. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui fera qu'aujourd'hui ça va fonctionner versus il y a 20 ans? Peut-être Bruno, je vois que tu as envie de répondre, Bruno. Oui, parce qu'en fait, c'était le début des années 2000 où j'avais commencé à Johnson Matthey Fuel Cells. Alors, en 2000, le mot hydrogène n'était peu mentionné, c'était des piles à combustible. Alors, tout le monde parlait des piles à combustible, dans tout ce qui est dans le portable, dans la mobilité, etc. D'accord? Et les gens, si vous voulez, avaient un petit peu ignoré l'hydrogène. 20 ans plus tard, nous parlons plus d'hydrogène que l'on parle maintenant depuis la combustible. D'accord? Donc, on a eu une évolution. Ici, ce qu'on voit, en fait, maintenant, il y a une sorte de compréhension, mais aussi d'adoption que l'hydrogène est un fuel, et peut être utilisé dans l'industrie pour fabriquer d'autres produits chimiques et aussi dans le transport. D'accord? Et bouger justement du gaz naturel ou de fossil fuels à l'hydrogène maintenant est vrai. D'accord? En 2000, on était trop tôt, too early. Okay? C'était avec un focus très sur les piles à combustible. D'accord, donc c'est la perception qu'on a finalement, la perception qu'on a du gaz en tant que tel et de sa contribution, que ce soit au niveau de l'industrie, que ce soit au niveau du transport ou autre, qui change versus il y a 20 ans où on voyait uniquement les technologies et c'est là où ça peut l'économie. Michel, tu as un complément là-dessus? J'aurais une… En fait, de la perspective de Cummins, vas-y, Loïc, oui. Juste pour préciser, Bruno, finalement, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'il y a 20 ans, on voyait l'utilité de l'hydrogène comme vecteur énergétique seulement sous la forme reconversion vers l'électricité, alors que maintenant, on le voit d'une manière beaucoup plus large. Tout à fait. C'est incroyable parce que quand je parle avec mes parents qui ne sont pas du tout scientifiques et aucune notion de l'ingénierie, l'hydrogène, c'est vraiment, c'est super, on va utiliser de l'hydrogène bientôt. Il y a 20 ans de ça, ce n'était pas ça. C'était vraiment, on parlait pas de ça, c'est la perception que les gens ont. Et en étant en Europe, là, ce qu'on voit, c'est une sorte après le Covid, ou pendant le Covid, c'est une sorte de réalisation en disant, il faut qu'on protège aussi notre planète.
OK, Avec une donc prise de conscience qui est faite, ouais. Il y a une prise de tout confiance. à fait. Est-ce que Michel, toi, tu avais un complément? C'est très rapide, en fait. Tu as mentionné les véhicules. Il y a 20 ans, les véhicules n'existaient pas. Aujourd'hui, les véhicules, que ce soit les Toyota, aident vraiment à montrer que ça existe et puis que c'est des choses que les gens peuvent acheter, qui sont commerciales et faits en série. Pour Cummins, c'est la même chose quand on va avoir les groupes motopropulseurs dans les camions, les autobus, mais en plus, l'industrie. On voit qu'on n'a aucune chance d'arriver à nos cibles de réduction de gaz à effet de serre sans le vecteur hydrogène. Tout à Donc, fait. Okay, merci Tout à fait. Michel. Il y a une question concernant la sécurité qui est assez sensible parce que j'ai travaillé pendant pas mal d'années dans le volet safety. Et ça revient assez souvent aussi à travers les différentes rencontres qu'on a eues ces dernières semaines. Et qui contribue à l'idéologie l'hydrogène ça coûte cher, puis aussi l'hydrogène c'est dangereux. C'est quoi les enjeux autour du transport sécuritaire de l'hydrogène, qu'il soit liquide ou autre? Est-ce qu'aujourd'hui c'est des véritables enjeux? Est-ce qu'ils sont maîtrisés? Comment est gérée cette sécurité-là et où on en est par rapport à tout ça? nous, on ne transporte pas Bien sûr, mais tu es quand même dans l'industrie. Je peux vous dire quelque chose, il y a des risques avec tous le transport, que ce soit des combustibles fossiles ou toute forme d'énergie, l'électricité même ou les batteries. C'est la façon dont on gère ce risque-là. Si je vais, par exemple, à une usine chez Air Liquide, les gens qui vont faire le remplissage du liquide dans leur camion, c'est des gens qualifiés qui ont des codes de sécurité à rencontrer, des protocoles de remplissage et tout. Mais c'est la façon dont on gère le risque, puis c'est des développements de codes et standards et de best practice à travers le monde. C'est ça. J'ai un complément à apporter à ça. Oui, j'ai un complément à apporter pour Olivier. Il y a évidemment toutes les bonnes pratiques qui sont faites et qui sont développées justement pour pouvoir manipuler ça de manière plus sécuritaire. Puis il y a aussi la conception de tous les équipements à quelque niveau que ce soit, où justement, il y a à travers les analyses de risque, on est en mesure d'identifier où sont les maillons faibles d'une certaine manière et on met en place des barrières de sécurité autour de ça, soit en changeant le design, soit en mettant que ce soit au niveau des capteurs ou autre. Donc il y a des niveaux de sécurité qui sont déterminés. C'est vrai que c'est un enjeu hautement critique et sur lequel se penchent les industriels à tout niveau. Exact. Moi, j'aurais une question là-dessus, Charles, s'il te plaît. Dans le sens où finalement, l'idée, c'est quand même qu'il y a un risque parce qu'on transporte un carburant, un vecteur énergétique comme n'importe lequel, et donc quelque part nécessairement, un jour, il va y avoir des accidents. Est-ce que la filière hydrogène est prête d'un point de vue relations publiques à gérer ces premiers accidents qu'il va y avoir pour pas qu'on reparte 30 ans en arrière dans l'acceptation sociétale de l'hydrogène? Oui, c'est vrai que tu as raison, il y a ce volet-là qui est important aussi. Ouais. C'est un accident qui peut arriver dans n'importe quelle industrie, puis la façon de gérer cet accident-là, puis la communication aussi, on peut dire une cellule de crise doit être faite de bonne façon. Je peux donner un accident qui est arrivé à une station en Norvège il y a environ 2 ans. Ça. La station, c'était du stockage qui avait fui, il y a eu de la statique, il y a eu une détonation. Personne n'a été blessé. Par contre, le plan de communication qui a été fait par l'entreprise était super bien fait. Il arrive des accidents, mais c'est la façon dont on les gère, en fait. Pour pas qu'ils arrivent, et puis après, bien évidemment, pour pas que ça se reproduise. Vous savez, dans les années 90, moi je me rappelle quand j'étais gamin, quand j'étais petit, il y avait aussi des accidents dans les stations de pétrole avec les gens qui utilisaient leur mobile phone, leur mobile, et un petit peu une petite décharge, et puis voilà, il y avait une explosion. Donc, je veux dire, il faut faire attention, il faut être aussi très au courant de ce qui se passe avec le gaz, enfin le fuel que vous utilisez, c'est tout. Et je pense que c'est plutôt ça. Il y a toujours cette perception de l'hydrogène en étant ce qui s'est passé dans les années 30, etc. Non, il faut bien juste le gérer puis l'utiliser. Ouais, c'est vrai. Je vois qu'il est midi. On va aborder peut-être une dernière petite question avant de laisser les participants. Dans tous les cas, toutes les questions qui sont ici, on y répondra par la suite à l'écrit, ainsi que les questions que vous pourrez m'envoyer sur mon courriel. Là, il y en avait une que j'avais repérée que j'ai perdue. Ah oui, il y a une question quant à la rentabilité économique. Des petites capacités de production versus les grosses installations de dizaines ou centaines de mégawatts. Est-ce qu'il y a un modèle économique qui se dessine autour des petites capacités de production ou des plus grosses, ou est-ce que vraiment ça dépend des cas de figure?
prendre des cas de figure et puis des endroits. Pour la Terre, il faut justifier le coût de la molécule. Hein. Si on produit de l'ammoniac, on sait comment coûte l'ammoniac, comment on peut faire pour arriver à ça. Il n'y a pas plusieurs façons. Il faut y aller avec la taille. On ne peut pas y aller avec un 10 MW, ça prend des 500-600 MW. Et puis, ça prend un bas coût d'électricité. C'est du cas par cas, je dirais. Donc, c'est du cas par cas et ça dépend des. Exact. C'est ça. Parfait. Il y a- Eh bien, écoutez, Des politiques énergétiques des pays aussi, hein, des incitatifs et puis des taxes. C'est ça. c'est en ça où le Québec se positionne. Je vous remercie à tous pour votre contribution. Merci Michel, merci Bruno, merci aux participants. Je profite d'avoir la parole pour vous signifier que donc on vous a transféré, puis on va à nouveau vous transférer le lien vers un sondage pour pouvoir nous partager vos commentaires. Et dernier point, c'était le 4e et dernier rendez-vous de l'hydrogène qu'on organise avec l'IRH. Et donc d'ici les prochains jours, semaines, on vous tiendra informé sur la suite qui sera donnée à tout ça. Évidemment, ça s'arrête pas là. Aujourd'hui, on est sur de la formation. Demain, on sera sur des activités beaucoup plus opérationnelles où vous serez tenus informés par courriel à tous les participants. Donc voilà, il nous fera plaisir de continuer à aborder ces différentes questions, mais cette fois-ci de manière un peu plus concrète. Merci encore à tout le monde et puis on se reparle très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Bruno. Bonne journée. Bon après-midi. Merci à tous. Si vous avez des questions, me contacter aussi. Il n'y a pas vous pouvez me contacter par email. Au revoir. Ça sera fait.